30 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai dépassé cette fameuse trentaine. Et ça n'a pas cessé de générer des bouleversements et des questions que je ne me posais pas il y a 10 ans. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que toutes mes conversations avec mes amis tournaient plus ou moins autour des mêmes sujets. Nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, notre rapport à notre corps, l'urgence climatique, la situation économique. Autour de moi, les gens ont commencé à parler de reconversion professionnelle, de recherche de mieux-être, de sens. Certains se sont séparés de leur partenaire, d'autres se sont mariés ou ont fait des enfants, d'autres ont choisi de ne pas en faire. Et puis cet été, en plein milieu d'une saison en bord de mer, une question m'est posée par quelqu'un de bien plus jeune. Ça vous fait quoi d'avoir 30 ans en 2022 ? Sur le moment, j'ai pas su trop quoi répondre, mais cette question a tourné viré dans ma tête. C'est vrai ça ? C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Est-ce que tout le monde est comme moi ou est-ce que je suis la seule ? Est-ce que les autres se posent les mêmes questions ? Est-ce qu'on vit les mêmes problématiques de vie, les mêmes perturbations ? Est-ce que le constat est le même pour tous ? Est-ce que la vie qu'on nous avait fait miroiter il y a 10 ans n'est pas celle qu'on constate maintenant ? Est-ce que le schéma promis nous rend heureux ? Et d'ailleurs, c'est quoi être heureux ? Les gens qui m'entourent me rejoignent dans mes questionnements, on en discute même pendant des heures. Mais est-ce qu'on est juste une poignée ou est-ce que ça touche tout le monde ? C'est en voyant que les gens de 20 ans n'avaient pas du tout mes préoccupations que toutes ces questions ont déferlé dans ma tête. Alors je me suis dit que pour en parler, pour se rendre compte qu'on n'était peut-être pas les seuls face à tout ce bordel actuel, le mieux, ça serait quand même d'aller en parler à ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire les gens de 30 ans. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre des gens dans mes âges, approchant de la trentaine pour certains, d'autres l'ayant un peu dépassé, mais pour savoir si on en était tous au même point, et comme pour faire un témoignage de notre génération. À nos 30 ans. 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 Aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je suis avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, je vais te laisser te présenter pour les gens et nous raconter tes 10 dernières années, brièvement. Le plus brièvement possible. En tout cas, d'un point de vue un peu pro, genre mon évolution de, j'allais dire carrière, tranquille. Mais évolution de, professionnelle, quoi. Oui. Ok, ça veut dire les études et éventuellement les tafs. Oui, exactement. Okay. Donc, je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans et donc bientôt 33, ce qui me tétanise un petit peu, parce que je trouve l'âge un peu christique, comme tu dis. Mais bon, en vrai, je m'en fous. Et donc, les 10 dernières années, donc j'étais au lycée à La Roche-sur-Yon, avec toi d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on se connaît. J'ai passé un bac ES, j'ai fait beaucoup de langues, beaucoup d'espagnol. Voilà, parce que j'ai toujours aimé les langues et que mes parents ont toujours parlé plein de langues à la maison. Enfin, ils n'étaient pas bilingues ni trilingues, mais ils aimaient bien nous ouvrir à plein de cultures. Et c'était chouette, parce qu'ils ont beaucoup voyagé eux-mêmes. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de ça dans ce choix-là. Et donc assez logiquement, je suis partie en LEA. J'ai fait LEA, aussi pour rester à La Roche. Je pense que c'était plus simple. Et puis, je crois que je me voyais pas partir tout de suite. Pour plein de raisons. Et donc je suis restée à La Roche, j'ai fait LEA. Ensuite, j'ai fait ma dernière année de LEA à Nantes. C'était du grand n'importe quoi, vraiment du grand n'importe quoi. Je pense que j'allais en cours un jour sur non, quand même, mais j'allais pas tant en cours que ça, et c'était pas l'année la plus sérieuse de ma vie, mais bon, du coup c'était un peu l'aventure. Donc j'ai pas eu ma 3e année de licence et je suis partie ensuite en infocom. Là, l'idée c'était de devenir journaliste, je pense. J'ai toujours un peu ce truc là, j'ai toujours aimé la radio principalement, donc c'est pour ça que ça m'impressionne un peu l'exercice du podcast, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, ça fait partie des trucs que je voulais faire. Donc c'est un peu impressionnant de se lancer. De toute façon, on y reviendra peut-être, mais c'est toujours impressionnant. Voilà. J'ai vraiment aimé les études d'infocom, même si je trouvais un peu le programme un peu bullshit, quoi. Enfin, j'avais l'impression qu'on nous ressortait des vieilles théories et qu'on nous apprenait pas vraiment à être journaliste. En fait, on a testé le métier de journaliste seulement pour le M2, quoi. Par contre, je me rends compte à l'instant que je pensais qu'il fallait vraiment faire une école de journalisme pour être journaliste et qu'il existe d'autres branches, en fait. Il y a d'autres manières d'être journaliste, en fait, à ce que je sache, pour moi, tu peux presque t'auto-proclamer journaliste. Quand on parlait de documentaire, puisque t'as quand même t'as ces idées-là, moi aussi, on a envie de faire des trucs, c'est surtout toi qui en parles, mais du coup, ça m'inspire, évidemment. Et puis, c'était là quelque part, mais on y reviendra aussi peut-être, mais en fait, tu peux déjà t'auto-proclamer en créant des choses qui ressemblent à un travail journalistique. Tu peux écrire, tu peux faire des documentaires et tu peux, je crois, avoir ta carte de presse
en travaillant en tant que journaliste. Alors, est-ce qu'il faut avoir fait l'école de journalisme ? Je suis pas si sûre. Faudrait demander à des gens, je sais pas. Genre à Cyril Hanouna, faudrait lui demander. Est-ce qu'il a vraiment sa carte, lui Putain, en plus, il a sa carte, c'est sûr, cet enfoiré, quoi. J'ai le droit de dire enfoiré ? Tu as On totalement n'est le pas droit. aux Ici, States. non, tu On a peux. le droit de dire enfoiré. Ok. On ne le dira qu'une fois. Parce que j'aimerais bien qu'on ne cite pas tous ces gens qu'on n'aime pas, là. On ne les cite pas dans l'univers, ils n'ont pas leur place. Ils ont pas Ça leur part sur cette théorie. Voilà. Donc, Infocom, et je me rappelle, moi, que t'es partie en stage, parce que je sais que j'ai pleuré la première fois, ce qui était un faux départ. Cette personne me fait pleurer pour rien. Ouais. Je me rappelle que t'as bougé, à Berlin, entre autres. Oui, c'est vrai que c'était un faux départ, ce truc. Je me rappelle, c'était à ton anniversaire, 14 août. C'était comme si on n'allait plus se voir jamais. L'idée, c'était de partir 1 an à Berlin, d'être fille au père et de faire un stage dans un... Alors, c'était quoi exactement ? C'était une boîte de prod qui s'appelait Trenton Records et qui produisait de la musique. Et ce qu'ils voulaient, enfin, le travail que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'était de... Ah, mais non, en fait, je l'avais déjà un petit peu fait. Attends, je recommence. Vas-y. C'était pas exactement ça. En fait, j'étais déjà allée à Berlin, non ? La première fois, c'était un faux départ, et après, t'y es reparti pour de bon. C'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, je préviens tout de suite, moi, la mémoire, c'est pas très clair. Hein. J'avoue, les années, à partir de 2016, je sais à peu près ce qui s'est passé, mais avant, c'est très brouillon. Ok. Il s'est passé tellement de choses. Enfin, on a fait tellement de trucs. Pour moi, la vingtaine, c'est vraiment brouillon parce que j'avais l'impression qu'on testait des trucs, mais tous les 3 mois, on changeait, quoi. Ah, mais entre les études, les jobs et les relations amoureuses, ça a été en pointillé, et en même temps très dense, quoi. Mais oui. Enfin, et puis... Mais tant mieux. Je sais pas, il y a vraiment des gens qui m'impressionnent. J'ai une copine qui compte en mecs qu'elle a connus à tel ou tel moment. C'est trop drôle. Oui, mais nous, on le fait aussi des fois en sachant qu'à tel moment, on était dans telle relation. Oui. Mais moi, j'ai vachement de difficulté à faire ça. J'ai vachement de difficulté à me retrouver dans l'espace. Enfin, c'est pour ça, faire un truc chronologique depuis le bac, c'est un exercice très difficile. Vraiment hyper difficile. Ouais. Donc, ce sera brouillon, ce sera dans tous les sens. Mais ça me va très bien. Et ce sera comme ça, quoi. Parce que j'ai fait plein de trucs. Enfin, en vrai, tu sais quoi, je préfère même le dire un peu dans tous les sens. Ouais. J'ai fait de l'animation l'été. Ça va être super au montage. En gros, mais non. Je déconne. De toute façon, ce sera comme ça. C'est comme ça. Non, mais j'ai fait genre de l'animation l'été. L'année, j'étais à la fac, donc soit LEA, soit Infocom. Et l'année, je travaillais, donc souvent dans des pizzerias, des trucs comme ça. J'ai pas fait McDo. Et ça, je suis assez contente parce que ça pue la frite quand même, cette histoire. Je vois pas de quoi tu parles. C'était horrible. C'est horrible. Mais le problème étant pas l'odeur, le problème étant que cette machine des enfers a une espèce de résistance au-dessus qui permet de tout maintenir. Et que quand on te met au poste frite, qui est l'enfer, tu traces et j'arrêtais pas de me coller la main avec vraiment une résistance pleine balle. Voilà. Donc, t'as passé la saison avec un espèce de bandage sur la main à la manière de non, parce Rambo. que je suis une warrior, donc je me faisais des bandages directs avec l'huile des frites. Passez-moi la maillot. C'est que dalle pour moi, il faut juste une matière grasse sur la brûlure. J'étais au bon endroit, ceci dit. Et puis avec cette odeur des enfers, et pour un été séduction à 19 ans, je peux te dire que... Mais alors, paradoxalement, tous les gens qui ont bossé chez McDo... Alors après, j'ai un prisme un peu particulier sur cette histoire, parce qu'à l'époque, mon mec de l'époque s'était barré avec une meuf de McDo, donc je suis un peu vénère, si tu veux. Ça s'entend. Ça va, c'est un peu passé. C'est un peu passé. Mais du coup, j'avais l'impression que c'était un genre de bésodrome, c'est-à-dire que c'était tous les saisonniers. Et ben alors, s'il y avait un bésodrome, moi, j'ai pas participé. Mais toi, t'étais en train de te bander la main, Ils quoi. m'ont pas invité du tout. D'accord. Peut-être pour ça qu'ils m'envoyaient souvent nettoyer le truc des enfants, là-bas, là, avec ce clown des enfers qu'il fallait que je désinfecte. Là, vous partez pas boire un verre ? Non, va nettoyer le truc des enfants là-bas, parce que faut que ce soit propre. Attends, les pauvres. Mais ça fait 8 fois, oui, mais c'est pas propre. Les enfants vont être malades. Oui. Ça peut expliquer, effectivement. Après, moi, j'aimais pas, donc je me sentais très très loin des équipes. On avait même des challenges le week-end, ce qui me donne envie de crever. On devait porter des brassières sur le bras, c'était marqué go go go. J'étais genre, mais foutez-moi la paix. Je rentre à la fac à la rentrée, c'est pour ça que je suis là. Donc, je me suis pas impliquée une seule fois ni dans leurs blagues. Je sais qu'il y en a qui allaient boire des verres ensemble, mais j'étais pas là. Je rentrais chez moi. Ah ouais, donc t'as pas fait une saison où C'était la pire chose de ma vie. On était juste après le bac. J'ai eu 2 jours de vacances après le bac. Ah bah oui. Et j'ai enquillé tout de suite. Ça allait être une prolo aussi.
c'est ça de vouloir faire des études et d'être pauvre. J'ai envie de te poser des questions, c'est fou, j'ai vraiment Ouais, alors du coup, on va reprendre sur toi. Donc, t'as fait des pizzas, mais t'as fait plein de jobs. J'ai fait des pizzas. T'as fait l'accueil des hôtels de nuit. J'ai mangé des pizzas. Ouh là là, beaucoup de pizzas. Oui. Beaucoup de pizzas. Je revois des photos maintenant, alors aucun souci, hein, pas de problème. Mais j'étais... Enfin, vraiment, on aurait pu se dire que j'avais genre des parts de pizza dans chacune des joues, quoi. Enfin, genre, mais crache ces pizzas, enfin, Juliette. Ah non, Juliette, il faut les manger. Avale la pizza. Non, je le garde, on sait jamais. J'ai mangé des pizzas froides et j'ai gardé de ce truc-là de kiffer la pizza froide. Voilà, des infos. Je dirais pas que ça me fait plaisir, mais ça m'embête pas. Mais moi, je consomme plein de trucs froids, genre j'oublie mes cafés partout et je passe ma vie à boire des fonds de café froid. Pareil, et ben du coup, l'astuce, c'est de mettre au micro-ondes. Faire comme si... Alors, c'est une autre astuce, mais moins fun, moi je trouve. L'astuce fun, c'est de faire des cafés frappés et de faire genre, mais moi justement, je suis quelqu'un de... Tu vois Starbucks? Comme le café frappé qu'on a pris l'autre jour en Auvergne, là, ou je sais pas où la meuf a mis 3 glaçons dans 2 cafés. Ouais, bah ouais, non. Oui, c'était vraiment... l'Auvergne, probablement. C'était pas du tout. Ils savent pas trop ce que c'est, les cafés frappés, pardon. On était où? Bah, sur la route, j'en sais rien, on a pris toutes les putains de départementales de la France, donc... Non, parce que j'explique quand même pour les gens, c'est-à-dire qu'on est parti dans les Cévennes, super idée, exceptionnelle, vraiment top. On est repassé par Toulouse, où j'habite, et ah oui, j'ai pas dit que j'habitais à Toulouse, bon. Bienvenue dans ma tête. on est repassé par Toulouse, et pour le retour, étant donné qu'on est en banqueroute quand même, en tout cas on gagne pas des 1000 et des 100, non. On s'est dit, super on gagne des 1000 et des 100, mais c'est pas ça fait pas que... Ça fait 1100 quoi. Vraiment sur 1100, un seul, voilà, pas plusieurs. C'est pas ouf. C'est ça. Donc du coup on s'est dit qu'on allait prendre les départementales aussi, parce qu'on a envie de connaître la France, etc. En vrai c'était un plaisir. Ça c'était la première phase de notre voyage. Voilà. Passé les 35 degrés, on était un peu tendus. Je vais quand même parler de la particularité de ta voiture. La putain de fenêtre côté passager ne s'ouvre pas une seconde. En même temps, si elle s'ouvrait une seconde, ce serait horrible. De l'air et hop, là, il n'y a plus d'air. Non, donc elle ne s'ouvre pas, effectivement. Elle ne s'ouvre pas. Donc nous voici de retour de Toulouse pour la Vendée, c'est-à-dire vraiment 3 milliards d'heures à conduire sous le soleil. Donc au début, super sympa. Une excellente série, ceci dit. Oui, ah bah oui, mais si on avait eu les micros, ça aurait été marrant. Je parlais de sous le soleil. Ah oui. Ça va être le pire montage de ma vie. Pardon, mais je vais tout garder. Laisse en roulis de toute façon. Et tu t'attendais à quoi en fait? C'était comme ça. Et donc voilà, bref, on a passé 7 heures dans cette putain de voiture. J'ai conduit combien de pourcentage de ce trajet? Non, mais je le dis, c'est tout. C'est vraiment 90%. Un mec en fait. Parce que c'est moi qui conduis, bravo, super. Oui. C'est pas moi qui fais le patriarcat. On a traversé la France, dans les Landes, c'était super, c'était très beau. Puis au bout d'un moment, voilà, c'était un peu longuet, quoi. Un petit peu à partir de Bordeaux, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est parce que tu conduisais à ce moment-là. C'est ça en plus. C'est vraiment ça. C'est parce que tu conduisais. Mais c'est pas possible, cette personne-là. Laisse-moi tranquille. Bon. Pourquoi on parlait de ça? Ça va être compliqué ton montage. Ça va être terrible. Je veux pas monter du tout, je vais laisser tel quel. Il faut que les gens sachent comment tu es. Bon, donc bref. Donc non, mais ah oui, plein de boulot. Oui, plein de boulot. Berlin, je me rappelle aussi que tu as été attachée de presse à Paris. Ouais. Oh, ça c'était ouf. Donc ça c'était à la toute fin de mes études d'Infocom. Donc j'avais fait un premier stage pendant le M1 effectivement à Berlin, du coup, qui s'était très bien passé chez Trenton Records. Et j'avais fait donc la fin de mes études d'Infocom. J'avais fait un stage d'attaché de presse de mai à août, je crois que c'était super long, à Paris en tant qu'attaché de presse, et j'ai adoré. J'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais pu rencontrer sinon. Quand même, si ton trio, je dirais... Je savais que t'allais en parler. SVP, quoi. La rue qui est à nous. Voilà, c'est-à-dire Danaki. Attends, c'est un truc de ouf. J'ai fait une soirée sur une péniche avec Trio et la rue qui est à nous. Moi, je trouve ça super marrant. Voilà. Je trouve ça rigolo. J'avais genre 20... On a quel âge en M2 ? Normalement. Je crois que t'allais dire maintenant, parce que ça, c'est pas le plus dur. Moi, j'avais 22 ans, 23 ans. 23 ans. Et c'était très cool. Et j'ai adoré faire attaché de presse et ça m'a appris plein de trucs. Pour le coup, je pense que c'est un des moments de ma vie où j'ai été le plus organisée. Enfin, en tout cas, Viken, qui était franchement, mon mentor. Enfin, c'était le mec qui gérait la boîte de prod, la boîte d'attaché de presse, était incroyable. Enfin, lui, il me faisait monter les steps au fur et à mesure, en me faisant confiance, en me donnant confiance, en me donnant de plus en plus de missions, avec de plus en plus de responsabilités. Vraiment, il avait un truc, de toute façon, il le disait dès le départ, j'ai un truc de transmission, j'aime transmettre, et ça se voyait, quoi. Enfin, c'était fou. Génial.
C'est génial de finir ses études avec quelqu'un qui te donne autant confiance. Bon, alors j'ai pas du tout fait ce travail après. Et c'est après que t'es partie à Lunettes pour tous ? Non, en fait après, j'ai essayé de lancer ma propre boîte de prod. Oui. C'est-à-dire qu'avec les compétences que j'avais acquises à ce moment-là, de quoi d'ailleurs je m'en souviens plus, mais de com, on va dire, enfin de gestion de projet, de je sais pas, faire de devis, tous ces trucs-là. J'ai monté une boîte de prod avec un pote. Et t'as travaillé dans Arthur. une radio à Nantes aussi. Mais oui, mais tu vois, moi je suis incapable de raconter les choses dans l'ordre. Je sais pas faire. Mais c'est qu'aussi tout ça arrivait en même temps. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, je suis revenue de Paris à la fin du M2. J'ai genre, je sais pas quel âge on a, 22, 23 ans. Je reviens à Nantes. On lance une boîte de production audiovisuelle avec Arthur. L'idée, c'est de faire à la fois des petits films d'entreprise et en même temps de faire ce qui nous fait kiffer, à savoir faire des interviews d'artistes. En parallèle, je fais un comment ça s'appelle déjà Service civique. un service civique Ouais. dans une radio à Nantes, à la com. Mais du coup, au bout d'un moment, le mec qui avait l'émission musicale se taille. Je sais plus, je crois que c'était passé un truc de merde. Il s'en va, et du coup, moi je dis, bah franchement, en vrai, je suis un peu chaud de le faire, j'aime bien faire des interviews, regardez, j'en ai fait plein, je pouvais leur montrer tout ce que j'avais fait, donc je leur montre ça, quoi. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en parallèle, j'ai la boîte de prod, et du coup, je suis en service civique. Je gagne des clopinettes, mais vraiment, je gagne des clopinettes, parce que la boîte de prod, elle se lance pas vraiment, donc on est au RSA. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas ce qu'il en était pour Arthur, mais je crois que c'était ça. Et ben, enfin, au service civique, tu gagnes 100 balles et une allumette, quoi. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. J'invente des expressions. Incroyable. 100 balles et une allumette. Un mars, ça devrait être un mars, je crois. Mais c'était quand même génial. Par contre, j'étais dans une situation de précarité. Je me souviens, à ce moment-là, j'avais un appart, je sais pas si tu te souviens, Rayon Bloom à Nantes, qui donnait littéralement sur un mur. Sur un mur, la porte des toilettes ne fermait pas. Mais de toute façon, cet appart, il était conçu pour une personne, mais au sens Mais propre du une terme. demi-personne. Mais Les c'est choses... parce que t'es un peu grande. Non, Moi, c'était mais- du poil ma taille. Mais pas plus. Fallait pas que je me retourne trop brusquement, quoi. Fallait pas être surprise dans cet appart. Non. Non, et d'ailleurs, j'avais un lit en mezzanine, et un jour, t'avais dormi en dessous, et je t'avais vidé ma tisane sur la gueule pendant la nuit. Et ça, c'était très drôle. J'ai cru qu'il pleuvait dans l'appart. Enfin, vous voyez ce genre d'appart tiny, quoi. Bah, déjà, t'avais un lit en hauteur à 20 ans passés. Voilà, on avait... Une place. Oui. Vraiment, respecte-toi, Juliette. Et en même temps, je gagnais rien, donc à un moment, c'est la réalité. Non, mais blague à part, c'est la réalité. Oui, avec Tu une gagnes 500 balles coloc, par mois. t'aurais pu, mais... Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et encore, à ce moment-là, ça correspond à cette période-là, je venais de perdre mon père. Donc j'avais reçu vraiment un pactole. Non, pas tant que ça, mais bon, du coup, j'avais un petit peu de sous, donc j'étais en fait dans une forme d'insouciance à ce moment-là. C'est un moment très important de ma vie. Donc là, on est entre 2015 et 2016, enfin vraiment, voilà. Début 2016, j'ai plus mon père. Tac, je me souviens, je suis à la radio. Et c'est à ce moment-là, en plus, c'est fou les moments importants de la vie. C'est à ce moment-là que je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais faire les interviews. En fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre? On n'a qu'une vie. Et c'est de là que naît un espèce de mantra en mode, en fait, à la fin, on meurt. En fait, je capte à ce moment-là. Ah bah toi, c'est Memento Mori, il faudrait que tu te le fasses tatouer sur le bras. Mais ouais, mais j'ai même pas besoin. Enfin, c'est là tout le Mais temps, non, mais c'est un truc que tu dis souvent quand mais on très- panique et tout, c'est à la fin, on meurt. En fait, on prend du recul. Je vous rappelle que dans Alors après, une mal cinquantaine placé, cette phrase, les gens peuvent faire n'importe quoi. Effectivement, mais effectivement, de toute façon, enfin, tout ça est très important pour moi d'avoir conscience que la mort arrive à un moment donné. Oui. Et ça m'a servi pas à me morfondre dans l'inquiétude de la mort, au contraire, ça a été, en fait, lance-toi, va faire des interviews, c'est ça que t'as envie de faire. Oui, mais ça aurait pu te faire basculer dans des dingueries aussi, disant de toute façon, comme à la fin on meurt, un peu en mode mauvais nihiliste, genre, bah, de toute façon, à la fin on meurt, donc vraiment, faisons du mal aux gens en prenant énormément de drogue. Oui, mais alors ça sert à rien non plus. Mais absolument. Mais Toi, après, tu l'as plus mis dans un truc... mais oui, plutôt mais bon. la plupart des gens, en fait, quand tu te retrouves dans des spirales de drogue, etc., évidemment que tout est potentiellement lié à la peur de la mort, mais c'est lié à la peur de la mort, c'est pas lié à la conscience de la mort. C'est pas, justement, tu te dis pas c'est lié au déni de la mort plutôt qu'à la conscience de la mort. Donc, presque, ça peut paraître morbide d'en parler. Au contraire, enfin, en fait, il y a un auteur, un psychiatre psychothérapeute qui en parle très bien, c'est Irving Yalom qui parle de thérapie existentielle, qui lui adresse les sujets, je t'en ai déjà parlé, mais mort, isolement, sens, enfin le sens dans la vie, et liberté, / responsabilité, parce que ça va ensemble. Donc ça, évidemment, je le découvre là assez récemment, mais c'est des choses qu'on a tous un petit peu en nous, mais sans que ce soit trop clair, tu vois. Et du coup, quand ça flanche au niveau d'un de ces 4 trucs-là,
quand tu te sens complètement isolé au milieu des gens et que vraiment c'est profond. Ah oui, lui, il le met comme des fondements de vie, en fait, enfin, c'est comme des piliers. Des enjeux. D'accord. Des enjeux. Et s'il y en a un qui est branlant, du coup, tu risques, ça déséquilibre quelque chose? Oui, potentiellement. Okay. Et potentiellement, si tu as les 4 qui sont branlants, c'est la grosse merde. Ok, d'accord. Et l'idée dans ces thérapies-là, c'est d'adresser les sujets existentiels, ce qui se fait pas beaucoup. Enfin, ça a été un peu nouveau quand même dans les thérapies, à ce que j'ai compris, quoi. D'accord. Enfin, c'est bon. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que la mort n'est pas en soi un sujet qui doit être tabou. Vraiment, enfin, c'est hyper important de l'adresser. De l'adresser et d'entendre comment les gens en parlent, d'écouter comment les gens en parlent, d'écouter comment les gens parlent du sens de leur vie, dans tout, hein. Pourquoi j'habite là, pourquoi je fais ça comme travail, pourquoi elle c'est mon ami, pourquoi lui c'est mon mec, etc., etc., quoi. Enfin, se reposer ces questions-là tout le temps, se poser la question de l'isolement, qui n'est pas celle de la solitude, c'est pas exactement pareil, c'est une espèce d'isolement ontologique, la meuf utilise des mots de ouf, non, mais un isolement existentiel, quoi, enfin, où tu te sens vraiment seul avec toi-même, même au milieu des autres. Et voilà. Et pareil, cette histoire de liberté / responsabilité, parce que j'entends beaucoup de gens, là, puis je les vois, là, tous ces gens qui traversent le monde, je suis libre, oui, mais il y a des gens autour de toi, enfin, en fait, tu relationnes autour de toi, et t'es pas complètement tout seul, enfin, et tu... Voilà, enfin, c'est... Bah, sur cette notion de liberté aussi, celle des autres, comment ça s'entrechoque. On va juste revenir un tout petit peu avant, donc, de toute façon, je pense qu'on va y venir vite, au vu des propos que tu tiens, c'est qu'il y a eu un petit virage, donc... En tout cas, master, tu fais des stages, tu lances ta boîte de prod. C'est pas qu'on va sauter, mais donc ça a mis un peu de temps à se lancer. Et puis un peu plus tard, tu as travaillé dans une boutique d'optique qui s'appelle Lunettes pour tous, qu'on va citer. Voilà. Et au bout d'un an, je me permets juste avant, comme ça tu reprendras après. Au bout d'un an, on t'a fait une proposition de poste sur Paris. Ouais. Et donc là, tu es partie sur Paris. Et je veux dire, j'en arrive là parce qu'il y a eu plein d'enjeux après ça, puisqu'il y a eu ça plus le Covid. Et donc, il y a eu une grosse prise de conscience. Je te laisse expliquer ton arrivée sur Paris. Oui, je vais essayer de le faire un peu plus ramassé. Donc, je travaillais chez Lunettes pour tous. J'étais à la base au service client. Et puis, j'ai du bagou. Et du coup, on m'a dit, viens former les gens dans les nouveaux magasins. Et je dis, carrément, trop cool. En vrai, c'était marrant. En plus, j'étais en séparation un peu à ce moment-là, dans ces moments où je suis montée à Paris. Bref, je me lance dans le truc. Je me dis, ok, je fais les formations. Super cool. Là, je vais partout en France. C'est trop rigolo. On ouvre des magasins et tout. Donc, je me dis, super, cette équipe, c'est vraiment sympa. Et ma chef, que j'aime beaucoup, toujours maintenant, me dit Juliette, en vrai, le boss, il m'a demandé de trouver des gens pour devenir responsable de tel truc dans la boîte. Donc moi, c'était responsable formation, du coup. Et voilà, il a envie de vous faire évoluer. Donc au début, je me dis trop cool, très bien. Je lui dis, est-ce que je peux rester à Nantes? Elle me dit, oui, je pense. Enfin, voilà. Elle calcule le truc et tout. Et puis, donc, souvent, on allait à Paris faire des allers-retours. Et puis, à un moment, elle me dit, bon, en fait, c'est tant d'argent par an. Par contre, c'est à Paris, quoi. Donc là, je me rappelle de me dire, mais attends, je vais pas aller habiter à Paris, c'est fou. Et c'est là que j'ai une rupture. C'est là que je me dis, bon, bah du coup, rupture amoureuse, nouveau taf à Paris. Tu sais, dans les séries, c'est comme ça que ça se passe. Et genre après, et comme on vit dans une série, voilà. Bah t'as vu Emily in Paris? Eh ben rien à voir. Rien à voir, un massacre. Et donc j'arrive dans cette boîte. Et là, on est dans les boîtes, vraiment les Startup boîtes... Nation. Startup Nation, gérée par un mec de 30 ans, même pas 30 ans à ce moment-là. Qui est un sombre connard. Il a mon âge. Et là, par contre, j'ai vraiment cité la boîte, du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, Mediapart a vraiment fait un article sur lui. Enfin, on met pas non plus un pavé dans la mare. Non, c'est clair. Donc, j'arrive dans cette boîte start-up avec vraiment des fonctionnements d'emprise, quoi, où le type est pervers dans son fonctionnement, mais véritablement. C'est-à-dire qu'il va t'encenser au départ et puis te mettre plus bactère. Un moment, je me rappelle, il avait laissé un carton sur mon bureau ou juste à côté. Et voilà, c'est tout, il laisse un carton. Moi, je viens juste d'arriver, hein. Enfin, vraiment, ça faisait genre 3 semaines que j'étais là. Il laisse le carton. Et puis, quelques temps plus tard, j'apprends par ma chef, elle me dit oui, et puis tu vois, il a laissé un carton exprès pour voir si Juliette allait le bouger de place, pour voir si elle était professionnelle et qu'elle allait laisser son bureau propre et tout. Enfin, t'imagines le type, et s'il fait ça avec un bout de carton, en fait, il te teste en permanence. Et du coup, t'es jamais serein, t'es jamais dans un environnement sécure, jamais. T'es en compétition avec la terre entière, quand il chie sur quelqu'un en réunion, puis vraiment c'est des réunions humiliantes, quoi. Et c'est aller crescendo, enfin on voit bien le fonctionnement, c'est aller crescendo, au début ça commence, tu vois bien les anciens qui arrivent en réunion en PLS, enfin ceux qui sont là depuis longtemps, ils pipent pas mot, quoi. Tu vois ceux qui ont le droit de parler, ceux qui n'ont pas le droit de parler, c'est une putain de hiérarchie de fou, et il y a que lui qui parle, c'est Cyril Hanouna, mais même délire. On est sur un principe de relation, oui, d'emprise, quoi. Mais totalement. Et on est dans la perversion. C'est un fonctionnement pervers.
Et c'était vraiment, enfin, c'était fou. Autant je gagnais plein de thunes, mais déjà, je mettais 900 balles dans un appart. Voilà, appart à côté d'un feu rouge en haut de la rue Ménilmontant. Enfin, en vrai, je l'aimais bien cet appart. Il était très beau. Il était cool, mais bon. Voilà, donc Paris, expérience un peu Pour la étrange. petite blague, je me rappelle que la dernière fois, je t'ai demandé ce que Paris t'avait apporté. Tu m'as répondu un burn-out parce que je voulais juste que tu me dises ton expérience. Ah, je suis désolée, mais J'étais au c'était téléphone ça. avec toi à République, j'étais genre, elle est quand même très drôle. Mais pour finir avec ça et pour qu'on saisisse bien l'importance que ça a pris dans ma psyché, enfin voilà, ça a été déjà, on buvait franchement tous les soirs. On sortait du bureau, on allait se manger 4 verres de rouge. Enfin, c'est pas non plus un truc de ouf dit comme ça, mais tous les soirs de notre vie, c'est-à-dire qu'on était souvent en gueule de bois au travail en plus. Mais parce que de toute façon, au bout d'un moment, t'es genre, mais de toute façon, tout ce que je fais, c'est de la merde. Il me lançait sur des projets en me disant, mais non, mais ça, fallait pas le faire, Juliette. Enfin, des trucs. Tout et son contraire. Bref, voilà, Ouais. un fonctionnement pervers. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve dans un taxi. Je me souviens, il était tard. On rentrait de je sais pas où, d'une ouverture de magasin à 22h. Et j'essaie d'avoir... Enfin, ma chef m'appelle et je sens que ma gorge se serre. Je réponds, enfin, je décroche le téléphone, mais ma voix ne sort pas. Et j'étais avec une collègue à côté. Je pleurais pas, hein. Juste plus fin Mutique. de la voix. Ok. Vraiment, j'étais genre... J'avais l'impression de pouvoir parler, mais je ne pouvais pas. Trop étrange. Vraiment trop... mais hyper bizarre comme sensation. Et c'est ma collègue à côté qui a pris le téléphone, qui a dit, écoute, Vanessa, bon, c'est ma chef, Vanessa, elle ne peut pas parler, Juliette, en fait. Vanessa, elle me dit, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce qui se passe, enfin, elle se doute bien que j'étais pas bien, mais elle se disait pas que j'avais plus de voix, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà quoi. Quand on arrive à ça, tu te dis, bon, on va arrêter. Vanessa, ça faisait des plombes qu'elle devait arrêter là-bas. Je sais pas dans quelle mesure j'ai le droit de dire tous ses prénoms, on verra. Si, mais après, non, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas de nom de famille, il n'y a pas de localisation. Moi, je me rappelle d'avoir bu un verre avec vous, parce que je dormais chez toi, et que vous en parliez énormément, et de la tension que ça créait, de l'état de nervosité. Je me rappelle, on était à côté du centre Pompidou, là, dans un endroit qui était très joli, devant lequel je suis repassée l'autre jour. Et oui, vous buviez, mais il y avait vraiment un truc où vous étiez. Et je me rappelle que vous m'aviez raconté. Et à l'époque, je révisais pour mon concours d'inspection du travail, donc j'étais à fond dedans. Et je vous ai dit, mais c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on n'a pas un début de loi travail qui est respecté. Et d'ailleurs, vous nous avez fait une grosse rupture conventionnelle, c'est ça, vous êtes partis. C'est ça. En fait, on est toutes parties les unes après les autres. Il y en a qui étaient engagées depuis plus longtemps et c'était beaucoup plus dur. Et voilà. Mais moi, à partir du moment où j'ai su que les ruptures conventionnelles étaient possibles, j'en avais plus rien à foutre. Enfin, j'en avais plus rien à foutre. Je venais au travail et je faisais mon travail, mais je le faisais genre pour les gens qui étaient là. Mais sincèrement, c'est pas pour faire la meuf pro et tout. Vraiment juste, en fait, il y a un manager qui avait besoin d'un truc. Il avait le truc, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais j'allais au travail, j'en avais plus rien à foutre. Je me rappelle de ce rendez-vous de rupture conventionnelle. Et puis, ça s'est enchaîné après assez facilement, finalement. Et une fois que j'avais signé ma rupture conventionnelle, tu sais, t'as quand même un temps de latence. Je sais plus combien de temps c'était, mais je devais y retourner pendant genre 2 semaines ou 1 mois. Oui, c'est un mois en général. C'était quand même Tu vas me dire, peu... non, oui, non, si, c'est ça, c'est un mois à peu près. Je crois que c'est ça. Hein. C'était à peu près 1 mois. Et c'est vrai que, sur la fin, tu fais ton taf quotidien, mais t'es plus investi, et c'est normal, tu vois. Bien sûr. Et j'avais ces sbires à mon boss qui venait nous tourner autour, qui venait vérifier, genre, alors, on prend des grandes pauses déj et tout. Je dis, oui, mon ami. Enfin, Oui, de toute quoi. façon, une fois que t'as plus peur d'être viré, t'es là Mais d'accord. oui, je viens de signer un truc, je fais mon travail, je suis correcte, c'est bon, quoi. Mais il venait vraiment vérifier, quoi. Enfin, c'est fou, c'était fou. Voilà. Et donc, Paris, ça s'est terminé. En plus, c'était Covid, vraiment. Rupture conventionnelle, genre en février, je crois que c'est ça. Je me rappelle que t'es à Paris, que je suis en Thaïlande, et tu me dis, attention, apparemment, il y a un petit virus qui traîne en Asie. Et moi, je suis genre dans un taxi, je suis là, ouais. Vraiment, on était à 3-4 semaines de la fermeture de toutes les frontières. Mais de tout, quoi. Mais je me rappelle vraiment ton message WhatsApp aux infos en France, ils disent qu'il y a un virus qui traîne, fais attention à toi et tout. Et j'étais avec ma pote, et je suis genre, Mais oui. Bon, moi, par contre, géographiquement, j'étais pas trop au clair parce que ça a commencé en Chine, non, c'est ça? ouais. Bon, Ouais. mais bon, tu vois, j'ai fait un gros amalgame raciste. Oui, mais tu. Elle est en Thaïlande, donc t'es je pense que c'est occidental. vraiment la même. C'est pareil, Ça doit être c'est- à quoi 2 poignées de main, juste à côté. Oui, je me rappelle de ça, effectivement. Donc, rupture conventionnelle, Covid. La Trop vie bizarre, est enfin, tellement bien faite à ce ah mais de ouf. Alors sur le coup, je reste avec Anaïs, ma pote, on cherche du boulot à Paris, on se dit on va grave trouver du boulot à Paris, on a trop envie de rester là. Elle en vrai elle a envie de rester là, mais moi au fond, je m'en foutais un peu de Paris, tu vois. Donc on cherche du taf, et puis un jour, on arrive autour du Covid où ça prend vraiment des proportions. Et ma sœur me dit, en fait Juliette, tu vas pas rester toute seule dans ton appart à Paris, tu prends 3 affaires et demie et tu vas chez maman qui a un jardin. Et j'étais genre,
Mais ça va, oh, t'en fais des caisses et tout. Ma sœur, elle a le flair pour ça, juste elle s'informe bien peut-être, je sais pas. Mais moi, sur le moment, j'avais pas capté que c'était un vrai truc. Hein. Bon, donc je rentre chez ma mère. Après avoir été cadre à Paris et tout, je te jure, c'était abrupt hein, un peu. Enfin, c'était un peu étrange. Et en même temps, j'ai eu la chance pour ce Covid, bref, d'être dans des bonnes conditions. Il faisait un temps de ouf, etc. Bon, ça, l'histoire, on la connaît. Et donc, j'étais assez tranquille. Et je savais que j'allais avoir un chômage conséquent de cadre parisien pendant un certain temps quand même. Et c'est extraordinaire. Enfin, rien que de le dire, ça m'ouvre un truc dans le ventre, quoi. Vraiment un truc de... Oh, mais attends, là, j'ai du temps, il n'y a pas de bruit. Personne ne fait rien, en gros. Bon, c'est faux, hein. Il y a vraiment plein de gens qui faisaient plein de trucs, mais pour les gens qui avaient des métiers qui servaient à rien comme ce que je faisais. Moi, j'étais au chômage, mauvais calcul. Parce que du coup, j'aurais pu toucher mon salaire sans travailler, mais j'étais au chômage. Mais oui, mais tu travaillais, toi? Non. Ah non, j'étais au chômage. Ah non, non, ce Covid, c'était avant. Je revenais de Thaïlande. Je suis revenue de Thaïlande, j'ai pris une semaine chez mes parents, je suis retournée chez moi à Nantes pour réviser mon concours d'inspection du travail. J'ai pu réviser 4 jours à la médiathèque. Après, on m'a dit, ça ferme. Ça ferme partout. Voilà. Mais après, moi, j'ai très bien vécu le fait de rien faire. Et que, en fait, il y ait pas, que ça soit pas hors société en faisant ça. C'était genre, tout le monde faisait rien. Ça m'allait très bien. Ah, mais moi, c'était au-delà de... Enfin, ça m'allait plus que bien. C'était genre, on a le droit... Enfin, vraiment, j'avais l'impression que... On avait le droit de redevenir des enfants sans responsabilité, alors que c'est faux. Mais je sais pas, ça m'a fait vraiment un truc de libération totale. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. J'étais dans un lieu sécure. C'était calme. J'avais de l'argent, donc c'est une forme de sécurité aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je voulais faire en fait en vrai dans la vie? C'était quoi le truc? C'était pas vendre des lunettes, hein. En tout cas ça c'est sûr. C'était pas vivre dans une grande ville comme Paris, ça c'est sûr. Et du coup ça m'a permis de lire un peu de psycho. Et je me suis dit, mais putain, c'est vrai que ça je voulais le faire, mais ça me paraissait infaisable. Parce que quand je faisais, quand j'étais au bac pour le coup, à l'époque du lycée, je me disais, les gens qui font psycho, c'est parce qu'en fait ils ont fait sciences et il faut être hyper calé en maths. Mais pas du tout. Autant on fait des stats en psycho, autant franchement, c'est pas ça qu'on va nous demander à la fin. Je veux dire, c'est bon quoi, une fois que tu sais faire des stats un peu pointus quand même pour la recherche. Vous êtes impatient. Non mais oui, c'est ça. C'est bon. Vous êtes à 55% narcissique, à 48%. Non, c'est pas ça qu'on va nous demander de faire. Et puis c'est pas ça les stats qu'on fait en psycho, attention. Hein. C'est un peu plus violent. Donc là, psycho, ça surgit à ce moment-là. Et psycho surgit à ce moment-là. Et je me dis, en fait, je vais être psychologue. Et comment qu'on fait? Et c'est là que quand tu as le temps, l'espace et tout, tu fais ton dossier de validation d'acquis. Et tu t'informes et t'écris à la fac de Nantes et on te dit oui, c'est possible, machin, vous allez financer ça comment? Avec l'argent de Paris. Avec énormément de pognon. Bah ouais, c'était hyper sécurisant. Donc à ce moment-là, voilà, je me dis, allez, je vais faire psycho, je me lance dans un vrai truc qui a du sens pour moi. Et là, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est fou comme ça lance, ça m'a donné une énergie de fou. J'ai trouvé un appart, une grande maison d'ailleurs en colocation avec un pote à ce moment-là, et c'était trop chouette quoi. Donc à la rentrée, je vais vivre à Nantes. Je n'ai pas besoin de travailler à côté de mes études, donc je fais une L2 directement parce que j'avais déjà un certain âge et j'avais déjà un master de com, donc ils m'ont laissé rentrer comme ça en fac de psycho. Parce que tu fais un espèce de gros dossier où à la fin tu dis j'ai lu Freud, j'ai lu machin, j'ai lu truc. Bon, j'avais lu la moitié des choses, mais j'avais lu, tu vois. Puis je me faisais confiance au moins sur la méthode universitaire, j'avais déjà fait la fac. Donc voilà. Et puis voilà. Donc j'arrive à Nantes, je suis dans une grande maison, j'ai le temps de faire la licence 2 et c'était incroyable. Franchement, ouais. Mais tellement bien cette période, quoi. Et alors moi, du coup, je voudrais rebondir sur ça, parce que tu parlais d'âge, et du coup, ça arrivera à ma deuxième question, parce que, en fait, tu me l'as déjà dit, que tu n'abordais pas la fac dans ta reprise comme on l'abordait à 20 ans. Je ne sais pas du tout comment on l'abordait à 20 ans, mais certainement pas avec le sérieux qui nous était demandé. Et du coup, ma question qui est en rapport avec le podcast, c'est justement, dans le global, ça fait quoi si tu repenses à la personne que tu étais autour de la vingtaine et maintenant, qu'est-ce qui a radicalement changé ou pas changé du tout? Il y a peut-être des traits, voilà. Si tu revois celle que tu étais en termes de confiance, de prise de décision, qu'est-ce qui fait la différence et qui fait que tu étais un petit peu mieux à 30 balais, quoi. Oui. J'ai dit 30 balais. C'est vraiment dans le plus grand des calmes. Une trentaine de balais, quoi. Ouais. Voilà. Tu vois, des balais, mais il y en avait 30. Qui va dans tous les sens. Mais par rapport à ma vingtaine, là maintenant, c'est beaucoup plus rassemblé. J'étais extrêmement dispersée à 20 ans. Je n'étais pas du tout concentrée dans les études. Et pourtant, j'étais une
j'étais plutôt une studieuse dans l'âme. Oui, pour moi, t'es même une bonne élève, très bonne élève. Mais en fait, j'étais un peu une bonne élève... Enfin, je sais pas comment dire, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais mes parents sont instits. Il y a un peu un truc culturel dans la famille de... Du scolaire. Ouais, scolaire. Enfin, en tout cas, je l'ai. Enfin, j'ai toujours eu ça. Parce que c'est comme ça que je me valorisais narcissiquement. C'est comme ça que j'étais reconnue aux yeux de mes parents. Enfin, entre autres choses, évidemment, mais c'était à travers ça. Donc, j'étais scolaire, mais quand j'avais 20 ans, j'étais prise par les garçons, les sorties. C'était ça. Ça partait dans tous les sens, quoi. Et du coup, j'étais pas du tout concentrée. Et surtout, j'étais pas rassemblée. C'est-à-dire que il y aurait pu avoir les garçons, les sorties, les copains, faire des trucs. Mais le lundi, je retournais à la fac et j'étais concentrée à la fac. Là, je vois, donc, je suis en première année de master actuellement, là, à Toulouse, master de psycho... En deuxième année, oulala. Bah oui, que de tu master as validé, de psycho à Toulouse. Et je vois des filles et des garçons, enfin surtout des filles en psycho, on va pas se mentir, qui ont donc la petite vingtaine, puisqu'elles sont dans leur parcours classique, qui sont extrêmement studieuses. Mais vraiment, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'en L1, L2, L3, elles taffaient. Et pour moi, c'est fou, dans la vingtaine. Mais c'est fou, c'est pas Attends, fou. moi, je le vois avec des lycéens. C'est-à-dire que moi, au lycée, j'en branlais pas une, vraiment. Moi non plus. Et j'ai des élèves qui bossent jusqu'à 23h, minuit. Je n'ai jamais fait ça. Mais à part en cas d'éval, voilà. ou avant le bac où je me suis dit, ah oui, bah oui, je savais qu'il y avait le bac et j'étais pas en retard sur mes points, tout ça. Mais il y a quand même ce truc de si je l'ai, je peux m'en aller, enfin faire ma vie. Mais jamais, de façon récurrente, j'ai bossé à ce niveau-là. Et c'était plus intéressant pour moi d'aller fumer des pétards que de travailler ma philo. J'en avais rien à branler. J'allais dire Heidegger, vraiment pire. Waouh. Pire philosophe à citer. Ouais, enfin, c'est pire pas ta faute, c'est à cause de notre prof. Oui, voilà, c'est vrai qu'il nous en a beaucoup parlé, mais bref, mais on en a pas fait beaucoup d'autres. J'ai fait quoi? Même pas Nietzsche. J'ai fait quoi? Je sais plus. Au lycée, t'essaies de te rappeler des philosophes du lycée? Oui, parce que je me rappelle Leibniz, c'était Nouveaux essais sur l'entendement humain. Putain, ça m'a pop-up dans la tête. Wow. Voilà, mais bon, bref, en tout cas, c'était plus intéressant pour moi d'aller fumer des pétards ou de sortir au Texas, qui est une boîte de nuit et non pas un état, que d'aller bosser jusqu'à minuit, quoi, ou 1 heure. Je suis très impressionnée de cette génération. Ouais. Alors, à la fois impressionnée, je suis pas inquiète, hein, je fais pas du tout partie des gens qui sont inquiets pour... Enfin, c'est pas que je suis pas inquiète pour eux, mais c'est que je leur fais confiance. Oui. Évidemment, le monde est... Je sais que c'est la question d'après, je suis désolée de faire tout dans le désordre. C'est pas grave du tout. Évidemment, le monde est hyper compliqué pour eux, franchement, avoir 17-18 ans pendant le Covid, là, ou même moins, enfin, ça devait être trop de la merde, quoi. Enfin, vraiment, les pauvres, c'est chaud. Voilà, bon. Mais j'ai confiance en eux. Tout ça pour dire et pour revenir à ce qu'on se disait. Mais oui, il faut avoir confiance en nous. Pour revenir à ce qu'on se disait, donc il y a ça. Le fait d'être rassemblée dans moi-même. Après, j'ai fait énormément de travail. Pour le coup, j'ai fait... là, j'en suis à je sais pas combien d'années de psychothérapie. Et je fais des études de psycho, ce qui m'a vachement aidée. Je suis allée en psycho pour comprendre. Moi, je veux comprendre pourquoi les gens ont agi comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi... je sais pas moi, pourquoi il y a des difficultés relationnelles, etc. Donc au départ, oui, très clairement, et j'ai pas du tout de problème avec ça. Et la plupart des gens qui entrent en psycho, c'est pour eux ou pour régler des choses. Enfin, il y a des psychothérapeutes familiaux, il semblerait. Des gens qui font de la psychothérapie familiale, qui disent on devient thérapeute familial parce qu'on n'a pas réussi à sauver sa famille. Enfin, en fait, on va être clair avec ça. Au tout début de mes études, on nous disait en tout cas, on espère que vous n'êtes pas là pour vous sauver vous, hein, parce que c'est pas ça les bonnes raisons. T'es qui, toi, en fait? Et tu crois quoi? Moi aussi, je suis un être humain. Bien sûr que c'est des bonnes raisons de vouloir relationner correctement, de vouloir se sentir bien, déjà soi. Et au pire, même si ça sert qu'à ça, je me souviens d'une psy, à moi, en psychothérapie, qui m'avait dit et vous savez, tout le monde ne fait pas des études de psycho pour essayer de saisir et pour essayer de se sentir mieux, quoi. Enfin, vraiment... vous n'êtes pas obligé de le faire, quoi. Donc il y a d'autres choses, il y a d'autres raisons. Je trouvais ça intéressant. Et j'aurais pas pu, et là ça répond à ta question, j'aurais pas pu faire psycho à 22 ans. Mais pas moi ça me paraît assez étrange. Il y a des métiers comme ça. Je m'étais fait la réflexion pour le coup dans un autre domaine qui était l'inspection du travail où j'avais passé mon concours. Moi, j'avais décidé de passer ce concours suite à plein d'emplois que j'avais eus où il y avait vraiment des injustices qui se répétaient, où il y avait vraiment la légalité qui n'était pas respectée, notamment dans les trucs alimentaires. Et donc, ça m'énervait de devoir me confronter juridiquement à des patrons pour pouvoir me barrer, et ils y mettaient tellement d'ego qu'ils étaient incapables d'avoir le recul nécessaire. Mais c'était parce que ça faisait déjà longtemps que je faisais plein de jobs et que mon constat, il était là. Et je me disais, il faut vraiment aider les gens, que les gens connaissent leurs droits
et que c'est pas parce que t'es ouvrier ou peu importe employé que les gens peuvent profiter de toi. En fait, ils ont besoin que t'existes aussi pour que leur boîte elle marche. Et du coup, j'étais très étonnée que des gens passent ce concours à 18-19 ans avec très peu d'expérience. C'est pas se faire du mal pour se faire du mal. Le but, c'était pas de dire non, il faut vraiment que tu bosses 10 ans et que pendant 10 ans, tu galères dans des petits jobs. C'était pas ça non plus. Mais qu'il y avait une réalité, que pour bien se rendre compte et que pour être un bon conseiller et bien expliquer aux gens, c'est vous qui êtes en tort ou là, c'est votre patron. Pour moi, il fallait quand même une certaine expérience perso dans ces milieux-là, ne serait-ce que par des jobs étudiants, que tu puisses te rendre compte. Et j'étais certaine qu'à 18-19 ans, ton expérience de travail, elle était soit totalement absente, soit en tout cas très, très, très mince, quoi. Oui, et à la fois, tu peux avoir aussi le... Alors déjà, ça dépend complètement des gens, de la maturité, de ce qu'ils ont pu vivre. Parce que, je sais pas, moi, tu peux aussi être, certes, avoir 18-19 ans, mais avoir des parents qui t'en ont parlé, d'avoir vu des galères, d'avoir vu tes parents se faire malmener par le travail, bien etc. Sûr. Il y a quand même des gens au-dessus, des gens à côté qui peuvent... Mais, enfin, je trouve pas que ce soit nécessaire, et c'est ce que tu dis. Hein, non, puis pas 10 ans, pas 10 ans, tu vois, mais... Peut-être, je me disais 19-20 ans, sachant que la formation n'était pas longue, ça me paraissait jeune. Et après, je doute pas qu'il y a des gens très jeunes qui fassent très bien ce boulot, mais peut-être, moi, je me disais peut-être ouvrir le concours un petit peu plus tard, tu vois. Parce que, moi, je me rappelle de moi à 19 ans, je travaillais chez McDo, du coup, mais j'avais fait d'autres trucs avant. La frite. Putain. J'étais dans la révolte, ça me révoltait, la façon dont on était traités. Mais je sais pas, en termes de maturité... c'est un sacré job, inspecteur du travail. Hein. La responsabilité est énorme. C'est-à-dire que tu peux même choisir de faire fermer une entreprise là, dans l'instant. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est un concours de catégorie A, hein, qui est aussi les concours les plus compliqués de la fonction publique. Donc, tu peux être amené à prendre des décisions extrêmement fortes et à te retrouver dans des complexités, même sociales, très... c'est vraiment un sacré taf. Nous, on avait fait le tour de tout ce que tu faisais. C'était lunaire, quoi. T'as des gens qui viennent te rapporter des trucs, on en a des cas de maltraitance au boulot, plus. Tu te retrouves à des confrontations avec des énormes entreprises. Enfin bref, je vais pas m'étendre, mais c'était des boulots où je me dis, commencer à 21-22, même en charge émotionnelle, je sais pas, tu vois. C'est une grosse responsabilité. Mais c'est ça, c'est qu'à la fois je suis impressionnée par les gens qui, donc ça peut être inspecteur du travail ou psychologue, hein, parce que pour le coup, 22 ans psychologue à la protection de l'enfance, il faut s'accrocher à ses lunettes. Celle-là, je ne l'ai pas inventée, je crois, cette expression. Non, mais je l'avais pas entendue depuis longtemps. En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas tant que c'est pas des boulots faits pour des gens jeunes, c'est pas ça, c'est que moi, j'aurais été incapable, parce qu'à 22 ans, j'étais... extrêmement dispersée, et je dis dispersée pour pas dire d'autre chose. Enfin, je pense que j'étais dans des états d'anxiété par moments qui étaient compliqués, dans un faux self caché derrière des murs et des murs et des murs, parce que j'avais peur de relationner, un peu peur des gens, surtout des hommes à cette époque-là. Du coup, j'avais vraiment une maturité... Alors, pour le coup, j'avais une maturité scolaire, donc je pouvais te sortir des trucs, hein, pas de souci, c'était faisable. Par contre, je me serais jamais vue devant... une famille à 22 ans. Enfin voilà, je suis impressionnée par les gens qui arrivent à le faire. Mais après, on leur renvoie souvent aux psychologues jeunes, qui sont jeunes et qui ont l'air jeunes. Donc c'est quand même un métier où c'est, puis dans je plein pense, de un avantage. Oui, mais dans moi, ça se verra pas. Je vais commencer à taffer en vrai de vrai à 35 ans. Hein. Ouais. Donc les gens, ils se diront, elle a bien 15 ans d'expérience, la petite dame, tu vois. Enfin, peut-être pas 15, mais 10, tu vois. Ouais. Ah, mais donc, ça mettra une certaine confiance. Ça, souvent, on associe le fait d'être jeune... à l'immaturité. Là, je regardais une série où la procureure, elle a 25 ans et personne ne la respecte. Alors qu'elle a tellement raison. Et tout le monde est là, bon... Alors en plus, là, pour le coup, c'est la géométrie variable, et c'est pas pour faire du féminisme de comptoir, mais c'est moins vrai pour un homme de 25 ans. Ah, mais c'est pas du féminisme. Tout dépend, mais en fait, tout dépend quand même d'une attitude, etc. T'as aussi cette impression du jeune qui débarque pour foutre la merde, là, que ce soit homme ou femme, mais il y a une théorie d'incompétence qui est quand même vachement plus présente pour les femmes. On va pas se mentir. Oui, mais là, j'ai lu un article qui disait qu'on remettait, même inconsciemment, je pense qu'il faudrait que je sois attentive, on remet plus facilement en question la parole des femmes. Ils ont fait des expériences dans la vente, de demander une info à une femme dans un magasin et de la faire revérifier par un homme, en fait. Oui, non, mais clairement. On nous a un peu conscientisé ça, que les femmes, elles sont pas sûres des infos qu'elles donnent. Mais clairement. Donc, de toute façon, les expériences comme ça... l'immaturité, enfin, la soi-disant immaturité... Ok, donc tu étais plus dispersée, plus anxieuse, tu parles d'info self, donc voilà. Ouais.
Et donc ça s'est un peu déconstruit en vieillissant. Oui, mais par contre, ça se déconstruit. Enfin, en fait, j'ai pas de... Ma notion du temps, elle est un peu particulière. Ça se voit, hein, la mémoire, elle est pas très claire pour moi. Mais pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est un mouvement perpétuel, le changement. En fait, hein, c'est des micro-variations en permanence. Je me sens pas fondamentalement différente de la gamine que j'étais à 20 ans. Par contre, je sens que je me suis défaite de certaines choses, que je me suis armée face à d'autres, que je suis toujours la même personne, mais... oh là là, la métaphore, attention, un peu comme un diamant taillé. Enfin, je suis désolée de me comparer à un diamant, mais c'est ça. Enfin, attends, mais Diamant Brut, c'était pas le nom d'un album de Diams ou un truc comme ça ? Faut que je cherche. Brut de femme. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais Ah Diams. ouais, Diams. Waouh, j'ai fait une association. Pourquoi je pensais à un diamant ? C'est fou. Diams, peut-être. Peut-être par rapport au nom qu'elle a, la dame. C'est peut-être pour ça. Et mais c'est le changement ouais. est perpétuel. On est C'est toujours maintenant. la même personne. Je peux continuer à parler. On est toujours la même personne et en même temps on est toujours différent. Enfin, c'est... Pardon, alors on avait la même phrase qu'ils ont tellement rien, mais ils donnent tellement tout. Tout. Non, mais ça... On est la même personne, mais pas. Oui. Bah oui, mais c'est vrai, je le pense quand même. Non, mais effectivement, on le conscientise un peu plus en vieillissant. Du coup, mon autre question revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les jeunes ados en même temps, pas les vieux ados, mais les ados qui ont 17 ans dans un monde complexe, on en parlait l'autre jour, un peu plus restrictif que ce qu'on a connu. Est-ce que, donc toi, forcément, tu as parfaitement conscience du monde tel qu'il est. Oui, bon, tranquille. Voilà, quelques... Non, mais globalement, comme tout le monde par les réseaux et aussi par ta propre expérience à gauche, à droite. Mais du coup, des fois, on parle du fait d'être mère, du boulot. On rigole sur le fait de ne pas avoir de retraite ou de ne pas avoir accès au fait... j'allais dire pas avoir accès au logement. Non. Pas avoir tout de suite, en tout cas, accès à l'achat. Par rapport aux banques qui nous laissent même pas rentrer. Parce que je m'étouffe moi-même. Non, je me disais que là, tu te présentes avec ton dossier en disant que t'es AED, que tu veux acheter. Je pense qu'il te parle pas, en fait. Vous sortez. Ouais. Vous sortez immédiatement de cet établissement. C'est bien beau de surveiller les dortoirs. Oui, mais... ça serait bien de se trouver un vrai travail. Ouais, c'est 1100, madame. Ouais. Pardon, je meurs. Et du coup, comment ça impacte à bientôt 33 ans. Enfin, est-ce que ça l'impacte, mais est-ce que ça... Voilà, comment ça impacte tes plans de carrière, tes plans d'idées de, je sais pas, de amoureux, enfin en tout cas perso en général, voilà. Est-ce que ça a un impact sur toi ? De quelle façon ? Est-ce que c'est anxiogène ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et voilà, est-ce que le monde extérieur... Ouais, franchement, ça me passe un peu au-dessus. Que j'ai ma bière. Quelqu'un qui t'a déjà répondu, je m'en fous. C'est possible, hein. Et non. Bah non. Parce que j'interviewe des gens intelligents. Mais non, mais c'est même... Enfin, alors oui, bien sûr, pardon, mais c'est même pas ça. C'est que ça n'existe pas un être humain dans un vide intersidéral où rien n'impacte sur lui. Évidemment que le monde autour de nous impacte de fou. Oui, mais je veux dire les changements, je veux dire globaux qu'on a vus. Pas spécialement, même pas les conflits, mais on est conscient, depuis une décennie, on en parle beaucoup, des changements écologiques. Tout à l'heure, on parlait de où est-ce qu'on va vivre en 2040, parce je te parlais de ça. Donc on se pose des questions qu'on ne se posait pas. Nous, à 17 ans, on parlait pas... On savait qu'il fallait pas trop jeter sa clope par terre, mais globalement, en 10-15 ans, le discours, il a changé de façon monumentale. Et puis là, dernièrement, économiquement, on s'est pris une petite tatane en passant quand même. Absolument. Alors, économiquement, je peux répondre économiquement. Ce que je me dis, et ce que ça a pu changer, en tout cas ce que ça a pu faire évoluer, c'est mon rapport au travail, à l'argent et au temps libre. C'est-à-dire que je pars du principe que j'aurai peut-être pas de retraite, alors pour les raisons de société ou pour d'autres raisons. Je me dis, peut-être que je vais mourir avant ma retraite. Voilà. C'est quelque chose qui revient pour des raisons logiques. Voilà, bon bref, ça revient. Et du coup, cette ambiance-là où on me dit mais non, mais de toute façon, on est un peu foutu. Enfin, je veux dire, économiquement, c'est la merde. Vous croyez quoi ? Enfin, voilà. Je me dis, ok. Là, je suis encore en études à 32 ans. Enfin, ok, je travaille, tu vois. Mais vraiment, ma retraite, ça va être une vaste blague. Enfin, on va pas se mentir. Si elle arrive un jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Oulala. Et je me serais pas permise, en tant que femme blanche, de prendre cet accent. Mais... Bon, il y a des blagues que je ferai pas là, mais vraiment... Ouais, ok. Et donc, tout ça pour dire que je vais travailler, mais je vais travailler relativement peu. Moi, je vise le 4 jours par semaine, 3 jours pour moi,
Et en fait, je compte vivre pendant que j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il n'y a pas de j'attends la retraite et je commence à vivre. Alors, c'est pas un discours hyper novateur que je suis en train de te dire, mais n'empêche que c'est comme ça que je le vois. Enfin, le temps libre, il va se faire même dans la journée, tu vois, même dans ma journée de travail. Si je m'organise et si j'ai un boulot qui me permet de m'organiser, par exemple, si j'arrive à être psychothérapeute aussi en libéral, parce que l'idée, c'est de bosser en institution, donc plutôt avec des enfants et plutôt avec des adolescents, même pour être tout à fait clair, et avec des familles, et d'avoir éventuellement un cabinet en libéral. Et le cabinet en libéral pourra permettre aussi déjà de gagner plus d'argent, parce que c'est quand même mieux payé, et d'avoir un maximum de temps pour moi. Je crois que tu avais dire d'avoir un maximum de fric sur la misère humaine. Ouais, vraiment, souffrez tous fort, fort, fort. Non, enfin, souffrez si vous voulez. Enfin, après, faites comme vous voulez. Mais du coup, même dans la journée, je pourrais décider. En fait, il y a vraiment une volonté de... et c'est marrant oui, parce d'un que équilibre. Ouais, d'un équilibre. Et d'avoir des contraintes, mais dans une certaine mesure. Ça me fait penser à ma maman qui n'arrête pas de me dire qu'elle est trop contente d'être à la retraite parce qu'elle n'a pas de contraintes de temps. Ouais. Et je pense que c'est un discours qui a fini par rentrer dans mes... Voilà, par infuser, on va dire. Et aussi, ma mère était instite, maintenant elle est à la retraite, et elle ramenait du travail le soir. Ouais. Elle ramenait du travail le soir. Et toute ma vie, j'ai entendu, les filles, vous trouvez un travail où vous ne ramenez pas de travail à la maison. Bon, ma sœur, clairement, elle travaille chez elle aussi, parce qu'elle travaille beaucoup, parce qu'elle a plein de projets. Mais globalement, on a quand même bien intégré ça. Un espèce de truc de quand t'es chez toi et quand c'est ton espace-temps, c'est ton espace-temps. C'est pour ça que quand je bossais chez Lunettes pour tous, là, quand le type t'appelle le samedi, le soir, machin, ça me faisait vriller forcément. Mais on a même rendu un peu cool l'idée d'être sous l'eau, tu vois, Ouais. de dire en ce moment, je travaille à fond, je suis sous l'eau. Alors après, il y a des moments de vie où ça arrive, parce que pour plein de raisons, mais je crois que ça n'a rien de cool et que ça pousse le cerveau et le corps super loin dans la fatigue. Et je sais pas pourquoi on a rendu ça... moi, je l'ai beaucoup, même dans les films que je regardais, très féminines, comme ça. Des nanas qui bossaient beaucoup, qui n'avaient jamais le temps, qui étaient là, ouais, on mange là, mais la clope, le vin rouge, etc. C'est ça. Ben oui. Et on ne voyait pas de gens qui étaient chez eux en silence, tranquille. Et chose que j'ai déjà dite aussi sur ce podcast, ma sœur m'avait dit ça un jour, je sais pas si elle l'avait lu ou conscientisé, mais elle m'avait dit, tu sais ce que c'est le plus grand luxe finalement? Et je sais pas si... Non, au début, j'avais répondu le silence. Elle m'a dit, oui, ça marche aussi, mais elle m'a dit, c'est le temps. Aujourd'hui, actuellement... Objectivement, le vrai luxe, c'est du vrai temps de qualité. Oui. Et un temps, alors, soit qu'il y a du... Enfin, si, un temps qui a du sens. Oui, qui a du sens, voilà. Et même si c'est un temps... en fait, ça en revient un peu aux enjeux existentiels d'Irving Yalom. Enfin, il n'y a pas que lui qui le dit, mais le sens que tu donnes aux choses. Pourquoi est-ce que tu prends ce temps? Est-ce que tu as besoin de prendre ce temps? Quel sens ça a pour toi d'être là à fond dans le travail? Par contre, là, pendant 4 heures, tu es à fond dans le travail. Parce que contrairement à tout ce que j'ai pu dire pendant le podcast, je suis quand même très disciplinée, ce qui est très paradoxal. Je peux décider, enfin j'ai écrit un mémoire en 1 mois et demi, comme plein de gens, je suis pas en train de me lancer des fleurs, mais c'est juste qu'il faut quand même, ça demande quand même de la discipline, réellement, et une forme de mental. Enfin, je sais que ça a l'air ridicule comme ça, mais vraiment, enfin pour tous les jours de la semaine, et tous les jours, dimanche compris, se lever à 8h et finir de bosser à 18h, parce que tu vois, c'est pareil. Il y a des gens dans ma promo qui me disaient « Oh là là, j'ai bossé jusqu'à 23h minuit. » Mais moi, c'est hors de question, et pourtant, je travaille. Mais pourtant, je travaille de ouf. Par contre, une fois que c'est fini, une fois que j'ai rendu le mémoire, vraiment, plus personne ne m'emmerde. Plus personne ne m'emmerde et je fais ce que je veux et je pars dans les Cévennes avec ma meilleure pote faire du topless. Et tout le monde se tait, en fait. Enfin, c'est tout. Pas pourquoi je m'énerve contre les gens, ils m'ont rien fait. Non, mais moi, j'aime bien cette intonation, ça me plaît. Mais hyper important pour moi, enfin, extrêmement valorisé. Par contre, je trouve que c'est des choses à se rappeler en permanence. Là, par exemple, j'ai la chance d'être en vacances depuis genre 6000 ans, enfin je sais pas, ça fait 2 mois que je suis en vacances parce que ça s'est fait comme ça, parce que j'ai travaillé toute l'année comme un yinche aussi, hein, mais bon quand même j'ai de la chance. Même pendant ces vacances, il faut quand même réfléchir au sens que ça a, tu vois, enfin qu'est-ce que tu fais de ce temps libre? Et ce qui peut me faire des petites montées d'anxiété où je me dis, merde, j'utilise mal mon temps libre, et vraiment tu te regardes et tu te dis, alors attends, là on est en train de se stresser parce qu'on est tranquille, alors que toute l'année on a voulu être tranquille. Enfin tu vois, c'est ça paradoxalement, se rassembler. C'est pas que ça n'empêche pas de se disperser et que ce soit le bordel, mais ça permet de... Tu sais, tu retapes dans les coins là, puis tu te rassembles au milieu et tu te dis, donc là on est en train de stresser parce qu'on stresse, on va arrêter ça. Ouais. Mais je vois à quel point on a été mal éduqués à rien faire. Et moi, tu vois comment je fais beaucoup de routines. Et à chaque fois, j'étais toujours fatiguée au bout de tant de mois de mes routines, parce que je m'étais rendu compte que j'avais
mis des trucs dans chaque moment de mon temps libre. Je me disais, j'ai de la chance, j'ai trop de temps libre avec mon... Donc, en fait, je vais aller courir, puis je vais écrire des scénars, puis je vais préparer un podcast. Et en fait, mon temps libre, c'est bien, tu vois, je faisais des trucs, mais c'était beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps. Moi, mon temps libre, j'aime, je pense que tu le sais, regarder des films et lire, ou juste rester là sur mon lit à phaser pendant 1 heure en regardant le plafond. Et voilà, moi, c'était là que je me suis rendu compte que je remplissais mon temps libre. Et qu'en fait, moi, mon corps, c'est même pas mon corps, je crois que c'est mon cerveau, au bout d'un moment, où je me disais, en fait, même chez moi, j'arrive à me mettre des trucs à faire, et ça faisait des to-do list qui n'en finissaient plus. Et je me rappelle qu'on s'était eu au téléphone cet hiver, parce qu'on était un peu, pour plein de raisons, un peu en bouline, genre, excusez-moi, c'est encore l'hiver en mai, il va pleuvoir toute la vie. Et à un moment, on s'était dit, peut-être, on avait lu le bouquin, là, les 5 saisons de l'énergie, et on s'était dit, à un moment, si dans l'hiver on est trop fatigué, comme il y a déjà des trucs chiants dans la vie, tels que, pour ne pas les citer, la CAF et les impôts, je sais pas, je dis ça au hasard, peut-être qu'à un moment, on peut aussi juste se dire, l'hiver, on lâche un peu, on fait vraiment ce qui est obligatoire. Genre, toi, ton mémoire, ou voilà, enfin, aller au travail, ce qui est déjà bien assez prenant en énergie. Et on lâche un peu. D'ailleurs, l'hiver n'est pas du tout la saison de la productivité. Et non. C'est la saison c'était la réceptivité. Ça t'es en réception de ce que tu veux. Mais oui, c'est vrai, t'as genre l'automne, c'est l'introspection. J'ai envie de sortir le livre et de les lire. Tu récoltes, je sais pas, tu récoltes, je sais pas. Et l'hiver, c'est le yin. Qu'est-ce qui se passe au printemps? On a envie de ken. C'est ça qui se passe au printemps. Mais de toute façon, printemps-été, c'est ça. C'est le développement du yang. En fait, c'est ta yin et le yang. Le yin-hiver, c'est la nuit, c'est la terre en éléments, c'est la douceur, c'est le froid, c'est le repos, la réceptivité, tout ça. Donc on tend vers ça l'automne et en hiver, on y est pleinement. Et au printemps et l'été, donc là, le développement du yang jusqu'à yang plus. Et donc, c'est le soleil, la chaleur, le ciel. C'est aussi la mobilité. L'été, c'est le fait d'être voilà. Alors que l'hiver, c'est un peu genre le canapé. De se taper la France sur les départementales. Voilà, par exemple. Cette mobilité un peu lente, finalement. C'est un ça. Peu tranquillou, bilou. Ouais. Où t'as passé ton temps à dire 80, c'est ridicule. Ça m'a énervé de toute façon quand ils ont passé la loi. Sérieusement. Mais voilà, l'été, c'est justement là, t'es dans la créativité. Justement, on peut accepter. Bon, de toute façon, la vie, c'est un peu ça. C'est les saisons, il faut un peu de tout. Mais justement, pourquoi pas être en réceptivité à ces périodes-là et pour recréer quelque chose après, une fois que t'as bien accumulé. Mais oui, non, mais et puis de toute façon, c'est... d'accepter le repos, en tout cas. Accepter le repos. Et encore une fois, c'est la manière dont on se raconte les choses. Et ça fait partie des grands apprentissages que j'ai pu faire en psycho et en parlant avec des gens qui s'y intéressent. C'est ce qui compte, en fait, dans la vie et dans le sens qu'on met dans les choses, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et c'est d'ailleurs souvent sur ça que sont construites les psychothérapies, si j'ai bien compris. Il y a une histoire qui fait souffrance, ou il y a un moment qui est horrible. Par exemple, c'est le fond de l'hiver, t'en peux plus. Voilà. Et ce qui s'est passé quand on a eu ce coup de téléphone toutes les deux, c'est que tu m'as raconté une autre histoire. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais assise dans mon lit avec des bouquins partout autour de moi. Et bon, il se passait d'autres choses dans ma vie relationnelle, et du coup j'étais un peu genre écoutez, ça va bien de 3 minutes quoi. Enfin, moi j'avais pas signé pour ça au début, bon voilà, c'est chiant. Et tu m'as raconté une autre histoire, tu m'as dit mais non, mais attends, c'est parce qu'en fait là t'es hyper speed alors qu'il faut être dans la réceptivité. Et du coup ça a changé la narrative et ça a tout changé. Et ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est un putain de super pouvoir. C'est qu'on peut toujours changer la narrative. Je sais que j'ai l'air d'une non, moi je suis d'accord, mais des fois c'est bien que ça soit quelqu'un qui change la narrative, parce que quand t'es trop fatigué ou que t'as trop tiré sur la corde, t'arrives pas à changer la narrative tout seul. Ah, mais on est des êtres sociaux, hein. Enfin vraiment, on vit avec les autres pleinement. Enfin, encore une fois, un être humain tout seul, ça n'existe pas. Enfin, on entend souvent ça en cours, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas, ça marche avec les ados, hein, pareil, hein, excuse-moi, mais ils sont là genre oui, je veux être indépendant. Ça veut rien faire, donc ça suffit quoi. Enfin, en tout cas en France. Donc oui, on a complètement besoin des autres, et donc ce super pouvoir, c'est de pouvoir se raconter une autre histoire. Et ça fait aussi partie des choses qui ont évolué dans ma vie, c'est qu'à 20 ans, je ne pouvais me raconter que ce qui se passait, enfin, comment dire, j'étais en prise avec le réel direct. Il se passait un truc et je ne me décollais pas du réel. C'était, il s'est passé un truc horrible et ça ne... Jamais... Enfin, très difficilement, je prenais du recul, quoi. Vraiment très difficilement. Alors que maintenant, il se passe un truc... important, une rupture, une engueulade, etc. Je me dis, mais non, mais attends, non, 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 c'est parce que t'es... C'est parce qu'en fait, là, t'es hyper speed alors qu'il faut être dans la réceptivité. Et du coup, ça a changé la narrative et ça a tout changé. Et ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est un putain de super pouvoir. C'est qu'on peut toujours changer la narrative. Je sais que
putain, fais chier. Déjà, tu te laisses traverser par l'émotion maintenant, et puis tu te dis, putain, fais chier, mais en fait, t'en as vu un peu d'autres. Enfin, il y a aussi ça. Enfin, t'as survécu à tout le reste, quoi. Et du coup, raconte-toi une autre histoire. Donc, bon, bah, il s'est passé ça. Ok, toi, ça t'évoque ça. Enfin, bref, tu te racontes une autre histoire. Bah, du coup, ça m'amène à mon ultime question. Du coup, déjà, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouvais que c'était un truc, moi, qui revenait souvent. Je me disais, qu'est-ce qui a changé? Les pas de recul qu'on fait par rapport aux situations. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de situation qui nous touche pas, mais ben justement, on bosse tous les deux avec Zado. Eux, tout prend une intensité dramatique, que ce soit de la perte d'un cadenas ou d'un parent, manifestement, sur la ligne de l'émotion, c'est au même endroit. Du coup, pour terminer ce podcast, je vais te demander, de toutes ces années de rupture, de deuil, de changement pro, de moments de joie extrêmes, de moments de tristesse terribles, à peu près comme chaque humain sur cette planète, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un leitmotiv, une leçon de vie, quelle que soit la forme que ça prenne, qui te permet justement d'être moins en anxiété, d'avoir un autre recul? Voilà, c'est quoi le bilan de tout ça? Enfin, le bilan, je dis ça comme si t'allais mourir dans 1 heure, mais pas du tout. Alors, pour te squeezer la question, c'est que c'est vraiment quelque chose, et je te prends un témoin que je dis très souvent. Enfin, il y a 2 choses qui me viennent. Donc, le premier, à la fin, on meurt. Ça veut dire, en fait, on fait un peu presque ça pour rien, du coup, autant le faire le plus tranquillement possible. En plus, on est né... j'ai la chance d'être née en France, j'ai la chance de... Enfin, j'ai plein de chances, plein de privilèges, plein de choses qui font que je démarre pas du tout du fin fond de la galère, quoi. Donc, à moi de transformer les choses pour que ça me ressemble, et surtout que ce soit fun, quoi. En fait, à la fin, on meurt. Donc il faut qu'on s'amuse. Et puis on connaît pas la fin. On sait pas quand, on sait pas comment. Non. Techniquement, on espère le plus tard possible, mais c'est une belle épée de Damoclès avec laquelle on est, quoi. Peut-être que si on était dans Demain à la une, la série, on saurait. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on meurt le lendemain. Donc je sais pas si ça marche. J'ai le générique dans la tête. Le générique, c'est fou. Oui, je te le montrerai après. Okay. Quand j'aurai retrouvé Internet, ce qui n'est toujours pas le cas. Mais t'as qu'à pas habiter dans le fin fond du trou du cul de l'univers. Un jour fini. So far. Donc ça, à la fin on meurt, donc profitons-en à fond, autant que possible. Et ça revient un petit peu au même, mais parfois quand je suis inquiète, quand je suis dans des moments d'anxiété, je dézoome. Alors, en fait, d'ailleurs c'est une copine à nous qui m'avait dit ça un jour, et pourtant Dieu sait que je lui en voulais sur le moment, parce que c'était pas le moment de me dire ça, mais pourtant elle avait raison. Elle m'avait dit, décentre-toi. Arrête de te regarder, en fait. Parce que quand on est dans des moments de grande anxiété, de peur, etc., en fait, on est extrêmement... Et c'est pas à blâmer, hein, mais on est extrêmement auto-centré parce qu'on se dit oh, il m'arrive tout ça à moi, j'ai pas d'argent, mais putain, mais il m'a quitté, ce bâtard. Enfin, si tu te regardes que toi et tu te dis moi, je suis moche et tout le monde le voit, moi. Alors, oui, t'es moche, mais tout le monde s'en fout. Non, mais décentre-toi. Mais d'ailleurs, on le dit, les gens en souffrance, ils parlent que d'eux. Oui. Parce qu'ils ont tellement mal qu'ils sont incapables. Mais tu ne vois plus rien d'autre. Non, quand t'as mal, tu ne vois que ça. Et donc, une des astuces, c'est de... par exemple, j'ai eu une petite anxiété un peu ce week-end. Et du coup, je me suis mise à écouter un podcast sur des jeunes garçons exilés, etc. Enfin, alors, t'es pas obligé d'écouter ça. Je veux dire, oui, t'es pas obligé de prendre l'extrême, mais ça te permet de mettre le regard ailleurs. Si, parce que juste regarder un film, aller voir Pierre Ninet au cinéma, c'est bien, mais en fait, ça, c'est de la distraction. Oui. Pardon, oui. Pierre. Non, mais je pense qu'il est au courant. Coucou, Pierre. Bonjour, Pierre. C'est de la distraction, alors que écouter puis t'es dans la fiction, fiction, donc... Mais oui, et ça a un peu de sens quand même de se dire... dans ce cas, il faut regarder un documentaire. Voilà, je dis un podcast, un documentaire, mais un truc qui a du sens, qui est ancré dans le réel, et où tu te dis, en fait, il y a d'autres gens qui vivent d'autres trucs, en fait. Oui. Donc, 3 secondes, là, t'es pas le centre du monde, t'es juste dans ta voiture, un peu en PLS, parce que t'es inquiète pour quelque chose de légitime, la question n'est pas là, mais dézoome, juste putain de dézoome, regarde autour de toi, quoi. T'es pas le centre du monde, et c'est une bonne nouvelle. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est une bonne nouvelle, voilà. Et j'ai l'image, pour finir... Quand je fais un peu de méditation, tranquille à l'occidentale, que je suis allongée sur mon lit, je dézoome et j'imagine l'immensité de l'univers, et là c'est pareil, ça te fait un espèce de truc genre, ça me fait ça quand je regarde les étoiles. T'as payé ton loyer un jour en retard, oui. Vraiment, le monde va s'en remettre. Dans 10 minutes, tout le monde s'en fout, puis alors vraiment dans 500 ans... Personne ne le saura jamais. Personne ne le saura jamais. Même dans 10 ans probablement, mais ouais. bon.
Eh ben, merci Juliette pour ce petit partage. Je voulais prendre l'accent du Sud et je l'ai pas fait, je suis très fière de moi. Bravo. Écoute, c'est Moi, super. j'ai pas réussi à m'empêcher plusieurs fois. Après, à ma décharge, j'habite Si à tu dis, Toulouse. oui, non, tu le faisais avant, vraiment. Là, Je pense que c'est vraiment depuis que j'habite à Et Toulouse. ça suffit sur cette mauvaise foi qu'on termine à l'image de notre relation, finalement basée sur le déni et la mauvaise foi. Merci Juliette. Et l'amour également. Merci. Totalement. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.